On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu en marge de la gestion de contenu. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu surpris d'être invité aujourd'hui. J'en suis très content. On va pouvoir vous parler d'un sujet un petit peu connexe. Alors, je commence par me présenter. Moi, je suis Thomas Choppy. Je m'occupe chez Smile de la notion d'ECM, donc du domaine de l'ECM, qui est la gestion de contenu d'entreprise au sens large. Aujourd'hui, on parle beaucoup de CMS, donc beaucoup le contenu qui est diffusé sur le web, qui est utilisé par des intranets également, par des extranets. Le contenu d'entreprise, c'est plutôt le contenu qui est le contenu utilisé par les gens qui travaillent vraiment, on va dire, par les gens qui font des documents, qui rédigent, qui publient, etc., etc. Voilà, je suis accompagné aujourd'hui d'Eli, que je salue Bonjour. Et qui va se présenter tout seul d'ailleurs. Donc, je suis le CEO et le cofondateur de JS Ocean Group. Voilà, aujourd'hui, il va nous présenter une nouveauté, une exclusivité mondiale, n'est-ce pas? Tout à fait. On va commencer un petit peu rapidement pour synthétiser un petit peu l'approche qu'on a aujourd'hui et qu'on veut vous démontrer. Les 30-45 minutes qui viennent, on va parler de 4 grands termes. D'une part, c'est la libération des contenus. Je vais venir un peu dessus après. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est dire qu'aujourd'hui, les contenus sont très largement utilisés en entreprise, de toutes sortes. Les contenus sont de type extrêmement varié, hein, du document papier au mail, en passant par le site internet, par l'image, etc. Et aujourd'hui, on constate énormément de problématiques de gestion. Quand on parle d'un client, il a ses factures, et puis de l'autre côté, il a des documents sur le projet, et puis il y a tout un ensemble de documents qui parlent de ce client-là. Et on a énormément de mal à consolider tout ça finalement entre les différentes briques du système d'information. Donc l'une des idées, c'est un petit peu de lutter contre cet isolationnisme qui existe entre les différents silos d'information à l'intérieur de l'entreprise. Cet isolationnisme, il se traduit historiquement par tout un ensemble de systèmes qui ont été mis en œuvre, etc. Et j'y reviendrai. Et il se traduit aussi bien souvent par des espèces de chasse gardée qui existent dans l'entreprise où chacun a un petit peu peur de perdre le contrôle sur son application, sur sa donnée, sur son information, s'il la met dans un pot commun. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, et puis notamment des notions de convergence qui existent à la fois au niveau des données, puisqu'aujourd'hui on essaye de plus en plus d'avoir des données qui sont consolidées entre les différentes parties de l'entreprise. Et puis on va également parler de la convergence au niveau des applications, puisque Jaya nous fait le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. C'est de voir quels sont les moyens aujourd'hui qu'on peut concrètement mettre en œuvre pour réaliser cette convergence en termes de gestion d'information dans l'entreprise. Le dernier point, il est un petit peu galvaudé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle pas de collaboration ou de projet informatique l'un sans l'autre. C'est clair que c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, les projets sont entre plusieurs services, transnationales, entre plusieurs pays, entre plusieurs entités. On a des projets qui se font à 2, 3, 4, 5 partenaires pour servir un même besoin. Donc c'est extrêmement important d'aller dans cette direction et de proposer à vous autres qui êtes ici et qui êtes intéressés par ces notions de gestion de contenu, des moyens de collaborer au-delà des frontières de l'entreprise. Donc déjà bien à l'intérieur, mais ça je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà des outils, mais de voir à étendre cette notion de collaboration à l'extérieur. Voilà, cette brève introduction pour passer à quelques constats. Et on va faire un tout petit peu d'historique, si vous me le permettez. On va commencer un petit peu avec ce d'où on vient, d'où partons. Ça ressemble un petit peu à ça, hein. C'est les vieux silos à grains de Tchernobyl. On a des silos d'information dans l'entreprise qui existent, qui ont été construits au fur et à mesure du temps, qui ont été bâtis plus ou moins bien, qui coexistent les uns avec les autres, mais où il y a extrêmement peu d'interaction. Et aujourd'hui, le système d'information, ce qu'il essaye de faire la plupart du temps, c'est de construire au-dessus de tout ça quelque chose d'un petit peu plus cohérent pour que l'utilisateur ait un petit peu moins l'impression qu'il y ait vraiment des silos extrêmement séparés derrière. Quand vous avez des entreprises qui sont encore sur AS400, AS400 est un excellent système pour tout un tas de choses. Quand vous avez de l'AS400 d'un côté, c'est extrêmement difficile de faire collaborer l'AS400 avec des applications web, par exemple. Vous avez des ponts à créer entre les générations de systèmes d'information, et ça pose des réels problèmes. Même si on parle très techniquement, entre différentes bases de données, quand vous avez une base de données à droite et une base de données à gauche, et que vous avez des données que vous souhaitez réconcilier entre les deux, c'est un vrai casse-tête. Et aujourd'hui, il y a des outils d'agrégation qui sont pas simples du tout, qui permettent de répondre un petit peu à cette complexité. En termes de gestion de contenu, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les jets de legacy, ou les DMS legacy, donc c'est les outils de gestion de documents
historiques, voilà, qui sont vraiment hérités du passé, des 20, parfois 30 ans de systèmes informatiques, puisque souvent ce sont parmi les premiers systèmes qui ont été implantés, la gestion des factures par exemple. Et tout ça, ça représente aujourd'hui des volumes d'informations extrêmement importants, qui ont une valeur ajoutée qui n'est pas énorme, mais par leur volume, on peut difficilement les éviter ou les bypasser. Le deuxième, évidemment, ce sont les sites internet. Aujourd'hui, encore beaucoup, peut-être d'entre vous, ne considèrent pas qu'un site internet est un asset, une véritable valeur pour l'entreprise. Par contre, moi, quand je vais chez les clients, je fais du consulting, j'en ai fait quelques années, je vais chez les clients et je leur donne de l'information sur leur entreprise qui est publiée sur leur site internet et dont eux-mêmes n'ont pas connaissance. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, parfois, la communication externe d'une entreprise est plus forte que sa communication interne, et vous allez retrouver sur un blog public, sur un site internet, des informations qui ne sont pas présentes en entreprise, à l'intérieur, et donc que les employés ne peuvent pas utiliser. Donc ça, c'est quand même un petit peu un comble. Ensuite, vous avez un troisième point qui est également assez faramineux en termes de volumétrie, qui est toute la partie mail. Alors les mails, évidemment, je pense que vous avez tous une boîte mail. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de boîte mail ici ? Non, vous avez tous une boîte mail, vous échangez en moyenne entre, allez, on va dire 30 mails pour les plus chanceux d'entre vous à 200, 250 mails pour les moins chanceux. Vous imaginez ce que ça représente sur 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est absolument monstrueux. Quand vous prenez unitairement la valeur de certains mails, alors bien sûr dans la masse que vous recevez, il y en a plein qui sont du spam, ça j'en parle même pas, mais des mails de validation, des petites choses qui ont peu d'intérêt, mais 2, 3, 4 fois par jour, 10 fois par jour, vous allez recevoir un mail qui a une vraie valeur, qui est un vrai document qui donne des informations très précises, factuelles, financières, etc. Ces mails-là, aujourd'hui, sont extrêmement compliqués à faire ressortir de tout votre magma d'informations que vous avez sur vos postes de travail. Puis vous avez bien sûr les répertoires partagés, donc ça c'est un petit peu le côté legacy classique, on va dire, l'historique que vous avez tous en entreprise. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de répertoire partagé chez eux? Ou plus peut-être de répertoire partagé? Il y en a qui ont abandonné le répertoire partagé des fois pour le mettre dans une JED? Non, pas encore. Hein. Si, 1. Ah, bravo. Sur 300 personnes à peu près? 2. Bon, bravo à vous deux parce que c'est un exploit. J'ai encore pas mal de boulot. Les répertoires partagés, en tout cas aujourd'hui, voilà, ont un petit peu le même problème que les mails, c'est que tout le monde y met à peu près n'importe quoi. On ne se pose pas tellement la question de savoir si ce document il existe ailleurs dans le répertoire partagé, dans l'arborescence. Si moi j'ai accès à une partie, que je reçois un document par mail, je vais le mettre dans ma partie du répertoire partagé si je suis un petit peu consciencieux. Mais tout ça, ça génère énormément de problèmes. Et puis vous avez le dernier point important, qui sont tout ce qui est dans l'application. Donc vous avez probablement des ERP pour la plupart d'entre vous, tout ce que vous avez à l'intérieur d'un ERP, des bons de commande, des factures, pour ne parler que des documents les plus significatifs, mais également tous les contrats que vous pouvez avoir, ou toutes les données que vous avez à l'intérieur de vos applications métiers qui n'existent nulle part ailleurs. Tout ça, c'est du contenu d'entreprise aujourd'hui qui est extrêmement valable et qui est difficile à exploiter avec d'autres contenus. En général, c'est ou ce contenu, ou un autre, ou un troisième. Et donc, dans ces 5 exemples que j'ai ici, c'est assez rare d'avoir des ponts entre les différents systèmes. Puis le dernier, c'est un petit peu ce que vous avez, enfin ce qu'on a tous sur nos laptops. Je pense qu'Eli fait pas exception à la règle. Tout un tas de petites applications qui nous servent à prendre des notes, à mettre des tâches, voilà, à gérer son quotidien. Sans compter toutes les applications mobiles ou sur le cloud qui aujourd'hui sont de plus en plus utilisées et qui font partie de ce qu'on appelle un peu le shadow IT, c'est-à-dire du contenu qui est à l'extérieur de l'entreprise, qui est entièrement en dehors de tout contrôle, mais qui est quand même utilisé par les employés, parfois même en y mettant des informations qui ne devraient pas y être, en tout cas dans des environnements non sécurisés. Voilà, tout ça parce qu'aujourd'hui, finalement, l'extérieur donne des moyens très faciles, très pratiques d'ouvrir un compte sur Dropbox et puis de partager ses documents. On l'a encore fait hier soir, c'est très pratique, mais c'est assez moyen. Concrètement, dans tout ça, quand vous avez ces besoins en face de vous, il y a un petit peu deux mondes qui s'affrontent. Il y a le monde des techniciens, on va dire, vos DSI. Combien il y a de personnes qui sont dans des services informatiques ou plutôt dans des DSI ici, s'il vous plaît? Un petit tiers, d'accord. Et des gens qui sont plutôt côté utilisateur, alors pour le coup? D'accord. Et alors les autres, vous êtes où? Plutôt... D'accord. Plutôt service de communication, peut-être? Non? Marketing, communication, d'accord, petite représentation, ok, merci. Voilà, en fait, vous avez
un petit tiers et un quart à peu près qui sont aujourd'hui les deux mondes qui pour moi s'affrontent beaucoup, qui sont d'un côté les outils, donc les DSI, ce qu'on leur demande c'est de fournir des moyens, c'est de dire voilà, ok, vous voulez publier un site sur internet, ben voilà, moi j'ai un CMS, je vous le propose et vous l'utilisez et il y a déjà tout ce qu'il faut derrière pour que vous construisez votre site. Donc ça c'est extrêmement valable, c'est extrêmement important, il faut absolument que ça existe. L'inconvénient quelque part, c'est que les gens de la DSI, et moi je suis plutôt de ce côté-là en général, on raisonne plutôt en termes d'outils. On dit voilà, vous avez un problème, et ben moi je vais vous proposer un outil de gestion de documents. Si vous avez un problème de gestion de mail, ben, je vous proposais plutôt un outil de type wiki ou de type archivage de mail, etc., etc. Mais de l'autre côté, vous avez des besoins qui sont des besoins qui n'ont pas du tout trait à un outil en particulier. En fait, vous avez un besoin voilà, de mémoire, un besoin applicatif, un besoin pour travailler simplement parce que vous avez besoin d'interagir avec des gens. Et nous, on s'est aperçu, enfin on le sait déjà, mais on n'a pas tellement d'outils pour communiquer des documents un petit peu lourds, comme cette présentation à un partenaire avec qui pourtant on échange des rapports extrêmement réguliers. Ça, c'est un petit peu dommage. Et ce besoin-là, aujourd'hui, on a des moyens de le traiter qui sont beaucoup plus pratiques à traiter en Shadow IT, comme disait Elie, que directement par de l'opération, par des outils intégrés. Et donc au final, ce qui se passe, c'est que la grosse majorité des gens qui sont ici, qui sont utilisateurs ou prescripteurs, etc., bah, c'est vous qui payez les pots cassés, soit en ayant des outils qui ne sont pas efficaces, soit en ayant des outils qui sont externes à l'entreprise, donc vous prenez le risque quelque part de vous faire attraper par l'oreille et qu'on vous dise mais qu'est-ce que c'est que ce répertoire là sur Dropbox dans lequel il y a des contrats clients et des trucs fournisseurs et des trucs hyper confidentiels. Et ça, avec quelque part, pour faire votre boulot, vous êtes un petit peu obligé de le faire. Comment est-ce qu'on essaie de réconcilier tout ça ? On essaie de réconcilier en se disant, bah voilà, ok, d'un côté, on a les gens, on va dire la foule des gens, le monde extérieur avec qui vous êtes amené à interagir en tant que travailleur. Et de l'autre côté, vous avez des contenus. Et ces contenus, bah, ça peut être des documents papier, ça peut être des mails, ça peut être des sites internet, ça peut être toute une pléthore d'informations qui prend des formes très diverses. C'est vraiment sur la forme qu'on va s'axer, puisque finalement, il s'agit surtout de traiter la forme plus que le fond. Vous avez deux grandes voies pour traiter ça. Mon brave utilisateur qui joue à l'Atlas, là, qui porte un petit peu toute cette complexité sur son dos, on lui propose en général deux grandes catégories d'outils qui sont la première, tout ce qu'on appelle la GED, DMS en anglais, Document Management System. Donc ça va être des systèmes qui permettent de gérer du document, du binaire, donc un fichier Word, un PDF, etc., etc. De le gérer assez puissamment puisque vous allez pouvoir versionner, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir valider, prévisualiser, faire tout un tas d'opérations dont vous avez besoin finalement sur des documents. Et puis de l'autre côté, on va lui proposer des outils qui sont plus orientés vers le CMS, donc le Content Management System au sens content web, donc le contenu web. Et là, on va proposer des outils de mise en page, des outils où on va proposer des traductions automatiques ou semi-automatiques des contenus, où on va proposer la possibilité de créer différents espaces, différents sites web, des sites mobiles, etc. Donc on est très axé sur la diffusion de l'information finalement. Et quelque part, encore une fois, c'est les utilisateurs qui portent la complexité de tout ça, puisque on leur propose des outils, et que ces outils, en retour, c'est à eux de faire le choix, de dire, bah tiens, là, j'ai besoin d'un site collaboratif pour collaborer avec des gens dans mon entreprise, donc là, je vais prendre cet outil-là. Et puis là, alors, mon projet s'élargit, alors j'ai quelqu'un qui est à l'extérieur de l'entreprise. Ah ouais, mais alors cet outil-là, qui est un outil collaboratif, il n'est pas ouvert à l'extérieur. Donc il faut que j'aille sur une autre plateforme, donc je transfère tous mes contenus sur l'autre plateforme, ce que je ne fais jamais, et j'invite mon collaborateur extérieur pour lui faire participer à tout ça. Et bien évidemment, tout ça, c'est d'une complexité folle, et tout le monde passe beaucoup de temps à travailler sur les outils plutôt qu'à travailler sur leur métier, sur la valeur ajoutée qu'ils apportent à leurs entreprises. Donc notre analyse chez Smile, elle est un petit peu simple, voire simpliste, mais elle se vérifie quand même assez régulièrement. Donc on a trois grands axes de réflexion: le contenu, le contexte et l'utilisateur. Vous m'excuserez, c'est en anglais. J'ai eu l'occasion de faire cette présentation à d'autres occasions et donc c'était en anglais. Sur les utilisateurs, on va voir un petit peu les typologies d'utilisateurs. Donc on parle aussi d'archétypes, qui sont les gens qui typiquement utilisent votre information, votre système d'information, vos contenus. Est-ce que c'est des gens internes, externes? Est-ce que c'est des gens qui ont un niveau hiérarchique? Est-ce que c'est des gens qui ont une facilité d'usage de l'appareil mobile, par exemple? Est-ce que c'est des gens qui sont des collaborateurs extérieurs? Est-ce que c'est des gens qui se déplacent beaucoup, etc., etc. Donc tous ces cas d'utilisateurs différents, finalement, on va essayer de les aborder. Ensuite, on va aborder les contextes. Alors, il y a deux grands contextes. Il y a les contextes d'usage. Donc, dans quelle situation est-ce que j'ai besoin d'utiliser tel contenu ou telle application?
Donc là, on a beaucoup parlé de mobilité aujourd'hui, c'est vraiment un sujet à la mode, vous en avez largement entendu parler, vous en entendez encore parler beaucoup, y compris tout à l'heure d'ailleurs un petit peu. Et puis vous avez les contextes d'usage, je dirais, opérationnels. Est-ce que je suis dans un contexte de collaboration? Est-ce que je suis dans un contexte de diffusion? Est-ce que je suis dans un contexte d'archivage? Etc., etc. Et donc ça aussi, il faut avoir bien conscience de ces différents contextes et de la pondération entre ces différents contextes pour être capable de prendre les bonnes décisions. Et puis dernière chose, c'est de bien avoir en tête quels sont les contenus que vous souhaitez mettre en accès. Aujourd'hui, on parle beaucoup de documents, on parle beaucoup de contenu web, mais le reste, c'est un petit peu une espèce de no man's land. Les blogs, les wikis, bah oui, vous avez quelquefois des entreprises qui ont des plateformes de wiki. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des plateformes de wiki chez eux? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, d'accord, bah c'est déjà pas mal. 15 plateformes de wiki, donc des plateformes dans lesquelles collaborativement on va pouvoir mettre du contenu structuré, avoir de l'historisation, etc. Et peut-être aussi, sur ces 15 personnes, est-ce qu'il y a des gens qui ont des politiques de conservation ou de valorisation de ce qu'il y a dans les wikis? 1, 2, sur une quinzaine, c'est pas si mal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, on en est encore à la phase d'initialisation. Le wiki, c'est un outil qui existe depuis assez longtemps, hein. Wikipédia en est un des magnifiques précurseurs, mais encore dans l'entreprise, vous avez des gens qui disent ah bah tiens, oui, c'est un outil qui peut être utile, on le met à disposition, mais on n'a pas vraiment une politique, une gouvernance derrière ça qui va me permettre de dire ok, cet outil va être utilisé pour ça, et dans telles conditions, je fais ça avec le contenu qu'il y a dedans, et à bon moment, je le transfère dans un autre outil parce que c'est de la collaboration de long terme, etc. Et donc ça, c'est des choses qui manquent aujourd'hui énormément en entreprise. Les principales problématiques qu'on va trouver, c'est entre le contexte et le contenu. Donc là, vous avez pas mal de frottements. Je prends un exemple tout bête. Vous avez probablement, pour beaucoup d'entre vous, des smartphones. Vous avez sûrement voulu lire des fichiers Word sur smartphone. C'est pas terrible. C'est franchement pas terrible. C'est assez illisible déjà parce que c'est tout petit. Ensuite, dès que vous avez des fichiers un peu complexes, la mise en page explose dans tous les sens. Voilà, vous avez tout un tas de problématiques simplement qui sont liées au fait que mon application qui est censée me délivrer du document, je ne peux pas l'utiliser parce que dans mon contexte d'usage qui est je suis sur une estrade, j'ai besoin d'avoir un document tout de suite et j'ai que mon smartphone sous la main, et ben ça marche pas. Et puis vous avez un deuxième cas d'usage qui est extrêmement problématique, c'est le cas d'usage entre les contenus et les utilisateurs. Donc là, je ne vais même pas parler des droits d'accès qui sont en soi un casse-tête monstrueux, mais vous avez tout un ensemble de problématiques qui sont liées au fait que certains utilisateurs, par exemple, ont beaucoup de mal à accéder ou à utiliser des contenus. Vous prenez un directeur informatique de 58 ans, si vous lui mettez entre les pattes un wiki, c'est pas évident qu'il va s'en servir tout de suite très naturellement, et même qu'il va lui-même comprendre l'intérêt pour lui-même en faire la promotion. Et si cette personne-là n'est pas à même et pas motivé pour faire la promotion de cet outil qui pourtant par ailleurs pourra avoir un intérêt, eh ben c'est problématique. Inversement, quelqu'un qui a une expérience de l'historique et du pourquoi, du comment, ce que j'appelais les jets de legacy, donc les gros systèmes dans lesquels vous avez beaucoup de documents, va être capable d'expliquer le pourquoi du comment et comment l'interaction se fait, quels sont les processus qui mènent dans ce document, dans cet outil-là, et comment est-ce qu'un document va pouvoir le sortir, etc. Et donc là, vous avez des problématiques simplement d'inadéquation entre l'utilisateur et le contenu qui doit être traité. Bon, alors, sur un schéma comme ça, vous avez bien compris, hein, la cible elle est de se situer à peu près au milieu, c'est de comprendre les articulations entre ces trois grands cercles et de voir comment précisément on peut aller taper là où il faut pour apporter le maximum de valeur là où vous en avez besoin dans votre organisation. Je vais conclure rapidement sur 4 éléments qui nous paraissent importants chez Smile pour aller dans cette direction de l'efficacité. C'est qu'aujourd'hui, quand on entre dans un nouveau groupe chez un client, on retrouve systématiquement cette notion de silo. Ça existe absolument partout, y compris chez nous d'ailleurs, donc on n'est pas mieux lotis que les autres. Et ce qu'on analyse de plus en plus, c'est que d'un côté, vous avez des silos d'information, des silos de contenu dans lesquels vous avez des choses extrêmement intéressantes, mais aussi des choses très diverses, des documents dont on se fiche éperdument, qui sont là depuis 10 ans, qu'on aurait aussi bien pu supprimer. Et à côté de ça, des silos d'applications, qui sont des applications qui en général tapent dans un silo et un seul en termes de contenu, et silos d'information et silos d'application se répondent en fait dans l'entreprise, donc vous avez comme ça des corridors parallèles les uns aux autres, avec de temps en temps une petite porte entre deux corridors qui arrive à faire circuler l'information entre deux applications. Mais c'est fort rare. Le deuxième constat qu'on fait, c'est que les applications informatiques, globalement, sont extrêmement matures aujourd'hui. Je veux dire, voilà, l'ère d'informatique est déjà bien avancée, que ce soit des outils de CMS, de JET, de e-commerce, des outils de portage sur la mobilité, etc., sont des applications extrêmement matures aujourd'hui.
notamment dans l'open source, mais pas que, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, dans l'open source, vous trouvez des réponses extrêmement satisfaisantes à tout ça. Et finalement, le mot qui est peut-être important, que j'ai eu tort de mettre en petit, pardon, c'est le mauvais coin. Merci. Le mot que j'ai eu tort de mettre en petit, c'est le côté individuellement. Le côté individuel, c'est ça qui est important, c'est qu'elles sont matures individuellement. Ensuite, vous avez la notion de convergence. Pourquoi la convergence? Simplement parce que, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, aujourd'hui, c'est ça qui apporte de la valeur. C'est quand vous arrivez à maintenir une cohérence entre tous vos contenus, entre vos utilisateurs et entre vos différents contextes. Vous arrivez à faire converger tout ça, mais finalement, le point focal de l'utilisateur, il sera centré sur son business, qui est au centre de mon schéma précédent, et tout le reste, finalement, sera relativement naturel pour lui. Par contre, aujourd'hui, ça coûte assez cher parce que comme les applications sont matures individuellement, justement, eh ben, il faut recourir à de l'intégration interapplicative et à des briques d'intégration de contenu éventuellement qui sont assez complexes. Et puis le dernier point, qui est un constat moult fois rabâché de partout, à la télé, à la radio, et sûrement ici aussi, c'est que le monde accélère de façon importante et que cette accélération, elle se traduit par une autonomie des utilisateurs qui devient gênante pour l'IT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne proposez pas à vos utilisateurs quelque chose qui va remplacer Dropbox, eh ben, l'utilisateur il va prendre Dropbox et il ne va rien vous demander, il ne va rien vous dire, et vous n'allez rien voir. À la limite, le besoin, vous ne le verrez même pas. Mais par contre, le fait est que les informations circulent sur Internet, sur les serveurs qui sont à l'étranger, etc., etc. Et donc, toute cette notion de confidentialité, de sécurité que vous voudriez avoir en entreprise, eh ben, vous la perdez et petit à petit, vous perdez la main sur l'entreprise. Combien de fois des services qui ne sont pas le service informatique nous appellent et nous disent voilà, j'ai un besoin de ci ou de ça et de ça, mais j'ai pas trop envie d'en parler à mon service informatique, est-ce que vous n'auriez pas une solution hébergée à me proposer? Bah oui, bien sûr, on en a, monsieur, madame, on va vous la proposer, nous on est là pour ça. Mais c'est vrai que c'est assez peu satisfaisant quand on se situe du côté du client. On a plutôt envie d'aller voir le DSI, de lui dire au fait, là, un tel, il voudrait une solution de GED, est-ce que vous voulez pas qu'on vous aide à lui proposer quelque chose d'intelligent, de capitalisable, etc. Bon, malheureusement, la réalité des affaires n'est pas là. Ou alors il y a l'usage d'outils préexistants, simples, que tout le monde connaît, les répertoires partagés, l'email. Et là, vous avez une perdition d'informations et surtout un manque de partage qui est complètement paradoxal, là où l'entreprise, surtout en ce moment, a tendance à vouloir déployer des outils justement favorisant la communication. Et vous avez par exemple par email des discussions qui s'enchaînent, des échanges de documents qui sont totalement inconnus de personnes qui pourtant pourront en avoir besoin. Et de la même manière, comme Thomas l'expliquait tout à l'heure, vous avez des réplications de documents à l'infini dont on ne gère plus trop les versions sur des répertoires partagés, parce que les utilisateurs, à un moment donné, ont un besoin immédiat d'accès à un document, le recopient, font quelque chose dessus, ça reste dans leur périmètre proche, c'est absolument pas diffusé dans l'entreprise. Donc soit effectivement l'ajout de nouveaux outils, soit l'utilisation d'outils existants, mais qui ne sont pas du tout adaptés aux besoins de communication et de vélocité des entreprises d'aujourd'hui, des projets d'aujourd'hui. Donc là, vous avez un exemple parfait du manque de valeur ajoutée que ce type d'approche ne permet pas. Quand vous avez une approche où vous souhaitez que la valeur ajoutée soit au centre de votre processus, mais il faut absolument que les applications coexistent et cohabitent facilement, et que quand vous avez besoin d'un document dans un email, vous n'allez pas chercher le document sur votre poste de travail, mais vous allez le chercher directement dans la JET, par exemple. Voilà, tout un tas de choses. Mais on va rentrer un petit peu dans le concret, si tu veux bien, et puis on va maintenant parler de Jair. Exactement. Donc pour rebondir sur cette notion de convergence, aujourd'hui, beaucoup de projets d'entreprise, beaucoup d'équipes projets apprécient énormément ou souhaitent déployer tout ce qui tourne autour d'applications qu'on a appelées de social business, donc d'échanges social dans l'entreprise, parce qu'on voit bien qu'il y a une capacité d'améliorer la communication, la vélocité de transmission d'informations qu'on n'avait pas dans les outils, notamment ceux précédemment situés. Et là-dessus, il y a des applications, Jive par exemple en est un bon exemple. Le souci, c'est que ces applications-là vont être intégrées avec les autres systèmes, et souvent, ces applications-là, en réalité, sont utilisées pour une toute petite partie. Oui. D'accord. Ces applications-là sont utilisées pour une toute petite partie de ce qu'elles permettent, parce qu'elles répondent à un besoin précis dans l'organisation. De la même manière, aujourd'hui, la notion de partage de documents est devenu ce qu'on appelle une commodité, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable dans le monde de l'entreprise, à nouveau, pour rejoindre ce dont vient de parler Thomas. Vous avez des solutions de partage de documents qui existent, comme Alfresco, comme SharePoint, mais là encore, dans beaucoup de besoins, évidemment, dans certains cas, un SharePoint ou un Alfresco propose énormément de fonctionnalités qui sont utiles, mais pour beaucoup
pour beaucoup de projets, la notion simplement de partage de documents, de répertoire partagé pour lequel sont utilisées ces solutions-là, sont complètement surdimensionnées et en plus sont à intégrer, encore une fois, dans l'environnement global de l'entreprise qui généralement aboutit à la publication d'informations sur un site web ou sur un intranet ou un extranet. Vous avez aussi aujourd'hui énormément d'informations, la masse d'informations qui est aujourd'hui générée sur le web intéressante et énorme. Combien de fois vous êtes probablement dit, tiens, j'ai lu ça quelque part, je n'arrive plus à me rappeler où, et j'aurais aimé avoir l'article que j'ai vu ou le document que l'on m'a envoyé, mais j'arrive pas à le retrouver. C'est-à-dire que la recherche dans ma mailbox, je ne l'ai pas noté dans mes bookmarks, donc je n'arrive pas à retrouver l'information. Et donc vous avez aujourd'hui des outils comme Evernote qui permettent effectivement de faire de la veille, de récupérer rapidement de l'information et notamment sur des outils qui sont présents sur des applications mobiles, eh bien, de prendre en charge, parfois de photographier l'information ou simplement d'envoyer un contenu qui est ensuite classé et qu'on retrouve. Problème d'un outil qui est très bien, comme Evernote, c'est qu'il est extrêmement restreint dans son usage. C'est pas avec ça que vous allez faire un intranet, mais en revanche, il est surtout totalement extérieur à l'entreprise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo. Voilà. Et voilà, vous verrez pourquoi plus tard. Et enfin, dernier point, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, vous aurez beau déployer tous les outils de partage collaboratif possibles, il y a un outil aujourd'hui qui est utilisé massivement, même si par ailleurs vous avez un outil de partage collaboratif web, c'est l'email. Il y a énormément de discussions qui se passent par email. À un moment donné, des documents sont envoyés et la perte d'informations, le manque de partage de ce mode de communication qui est extrêmement performant parce qu'il est déployé partout, parce que tout le monde le connaît, il y a aussi une vraie adoption de l'email aujourd'hui. Il est aussi présent sur tous les supports, iPhone, iPad, Android, n'importe quel, vous avez des clients mail partout, Gmail pour la partie web. Cet outil-là est utilisé massivement et qu'on le veuille ou non, toutes les personnes travaillant sur un projet, à un moment donné, vont être amenées à faire des échanges par mail. Problème, et vous utilisez 100% de cette application-là. Ce n'est pas juste une fraction. Le problème aujourd'hui, effectivement, c'est que ces échanges par mail sortent souvent du contrôle ou du partage voulu par l'entreprise. Alors pourquoi on a ce fractionnement des besoins? Eh bien, tout simplement par la convergence des besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et la solution sur laquelle on a travaillé a suscité beaucoup d'échanges avec nos partenaires et nos clients, et le feedback qui est revenu systématiquement, c'est qu'on a besoin de certaines fonctionnalités de chacune des applications que je vous ai présentées là. Et dans un périmètre qui est bien défini, qui n'est pas très large. Et le problème, c'est que dès l'instant où on a besoin de ces ensembles-là, on doit faire des intégrations. Et encore une fois, c'est souvent pas totalement intégré avec le résultat final qui doit apparaître sur une page web, par exemple. Je travaille sur un communiqué de presse, dans un espace de travail du marketing. Je veux être sûr que le PDF qui en résulte, qui apparaît sur le site et qui est diffusé, ça soit le même. Et pour passer d'un environnement à l'autre, eh bien, les outils aujourd'hui nécessitent de l'intégration ou nécessitent d'implémenter plusieurs outils qui communiquent mal ensemble. Et cette notion de convergence, c'est la vision originelle de Jaya. Donc, on l'a développée sur notre système de gestion de contenu, de site web et de portail, qui est Jaya XCM, c'est notre vision première. On l'a mis en œuvre d'une certaine façon sur cette nouvelle solution. Donc, pour revenir justement à ces 4 grandes fonctionnalités, pans fonctionnels qui sont utilisés, eh bien, on va y apporter une réponse à chacune, mais dans le mode Jaya, dans cette vision de convergence qui nous a toujours caractérisé, c'est-à-dire une vision de convergence. Et donc plutôt que d'utiliser une fraction de chacune de ces applications-là, eh bien, vous allez utiliser 100% de l'application que nous avons imaginée, encore une fois, avec nos clients et nos partenaires. Et cette solution s'appelle Wise. Jaya Wise. C'est un espace collaboratif, social, avec des activités stream, sur lequel on peut regarder ce qui se passe dans cet espace de travail, s'abonner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette application-là est basée sur notre plateforme. Elle a été construite, donc c'est une application totalement finie, elle a été construite avec un autre outil de notre offre qui est le Jaya Studio, qui est un outil de création applicative ou de création de sites, de templates utilisés dans le cadre de l'application de gestion de site.
Et donc tous les modules qui ont été développés, Jaya étant une application extrêmement modulaire, eh bien on a développé les modules et on a agrégé ces modules pour créer l'application JayaWise. Et sachant que derrière, cette application du coup fonctionne parfaitement bien avec l'application de portail et de gestion de contenu web. Et donc une image ou un ensemble d'images qui sont validées, versionnées dans Wise, peuvent tout à fait être ensuite utilisées par les personnes qui créent l'information dans le cadre d'un site web, d'un extranet ou d'un intranet. De la même manière, un PDF va pouvoir être validé et ensuite apparaître dans les sélecteurs de l'application de gestion de site, multisite, et par simple drag and drop, la personne pourra le déposer dans une page pour l'utiliser. C'est exactement les mêmes versions de l'application. Donc, cette application fonctionne bien, a été construite avec le studio, fonctionne parfaitement avec Jaya XCM, qui est notre autre application, et fonctionne sur la même plateforme, qui est donc notre plateforme de gestion de contenu, qui contient en fait tous les éléments requis pour construire ce type d'application-là. Donc on a les notions de workflow qui sont gérées en fait par un moteur de workflow, on a des règles qui s'appliquent, on a des systèmes de recherche, on a des systèmes de gestion d'utilisateurs, tout cela en fait repose sur notre plateforme et donc commun à l'ensemble des applications qui ont été construites au-dessus. C'est le cas pour Jaya XCM et c'est le cas maintenant pour JayaWise, pour lequel je vais vous faire maintenant une démonstration. Donc, je vais me loguer en tant qu'utilisateur. Une personne non enregistrée peut tout à fait s'enregistrer de façon à être ensuite sollicitée par un responsable d'espace pour l'intégrer dans un espace de travail. Bien entendu, on se plug sur un annuaire LDAP d'entreprise de façon à ce que cette inscription ne soit pas requise. Donc, je vais me loguer avec l'utilisateur Bill. Donc, je tombe sur un espace, un dashboard en fait, qui me montre un peu l'ensemble des tasks que j'ai à faire, que je pourrais faire, les fichiers sur lesquels je suis actuellement, les fichiers que j'ai créés, sur lesquels je suis en train de travailler. J'ai la liste des espaces sur lesquels je suis gestionnaire. Et puis j'ai aussi mes collections, c'est-à-dire des ensembles de documents qui constituent pour moi un ensemble de savoirs. Et l'avantage, c'est que les autres utilisateurs vont pouvoir s'abonner à mes collections. D'où l'intérêt d'avoir dans mon profil la possibilité de définir des expertises. Par exemple, Bill est expert en matière de CMS. Voilà. Il va pouvoir donner un niveau d'expertise. Et en fonction de cela, derrière, les utilisateurs vont pouvoir rechercher des experts et s'abonner à leur collection d'informations, puisque par définition, ce que je mets dans les collections correspond aux meilleurs documents qui, selon mon expertise, répondent à mon spectre d'informations qui peut être utile pour l'utilisateur en recherche de ce type d'informations. Donc je vais rentrer dans l'application Wise. Donc je retrouve en fait la liste des différents espaces qui ont été créés. Donc les espaces, ça peut être sur un projet, ça peut être sur un département. Je vais pouvoir faire une recherche globale sur l'ensemble des documents qui ont été échangés dans ces espaces de travail, créer un nouvel espace. Et donc là, je vais aller sur l'espace de l'équipe projet qui a créé le nouveau site en fait, de la société. Donc le site par ailleurs est ici. Voilà, c'est le nouveau site de la société. Voilà. Donc vous avez en accueil un vote qui est présenté, un planning, pour l'instant je n'ai rien à faire, l'ensemble des membres de cet espace, donc des gens qui ont la vocation à éditer de l'information. Vous avez un activity stream qui vous montre l'activité de l'espace de travail de façon graphique. J'ai bien entendu la possibilité de faire des recherches. Et puis cet activity stream vous montre à peu près tout ce qui s'est passé. Et donc vous déroulez. Voilà, vous avez des documents qui ont été uploadés avec un extract. Vous avez des documents qui ont été tagués. Vous avez également des votes qui ont été créés. Donc vous avez vraiment toute l'activité de l'espace que l'on peut donc dérouler. Dans la librairie, je vais retrouver en fait une arborescence avec une possibilité de filtrer par tag, et ainsi qu'une possibilité de filtrer au niveau des délais. Je recherche des documents qui ont été postés il y a quelques jours, quelques mois. Vous avez également mes collections, donc je peux filtrer l'ensemble des éléments. Par exemple, si je cherche tout ce qui concerne le CMS, je peux filtrer l'ensemble des éléments par rapport à des tags ou par rapport à mes collections. Je suis désolé. Petite extension de voix. Lorsque je veux quand je veux consulter un document,
je vais pouvoir voir un certain nombre de métadonnées associées à ce document-là, ainsi qu'un rendu de l'application en question, enfin du document en question. Donc on supporte, là en l'occurrence ce sont des PDF. Pardon. Donc ce sont des PDF, mais si vous uploadez des Word, des documents Excel, donc tous les documents Office, c'est effectivement supporté. Donc vous allez pouvoir prévisualiser sans télécharger le document en question. Voilà. Je vais revenir sur la librairie. Lorsque je vais par exemple utiliser les fonctionnalités qu'on génère, par exemple, lorsque ce sont des images, il y a des règles qui s'appliquent pour générer des vignettes de l'ensemble des images, et donc vous avez effectivement ce rendu sous forme de galerie lorsqu'on est face à des documents, encore une fois, de type image, même si ce sont des vidéos également, on génère ce type de rendu, avec toujours ces mêmes possibilités de filtrage et de tag. Alors, revenons à la librairie. En tant qu'utilisateur, je peux créer un folder. Donc on va créer par exemple un répertoire qui va avoir l'ensemble des press release. Voilà. Et dans ce répertoire-là, je vais uploader un fichier. Cet upload de fichier peut se faire de façon classique en cliquant et en uploadant un fichier, ou peut se faire par simple drag and drop. Donc, typiquement là, je vais pouvoir mettre je sais pas, plusieurs éléments. Voilà. Et je le drag and drop, c'est uploadé dans l'application. Voilà. Et donc dans le cadre de cette press release, de la même manière, donc je vais avoir le rendu. Pour l'instant, il n'y a pas de lien en download, puisque le document n'a pas été publié. Il n'est pas utilisé, en fait sur le site, donc pour l'instant, il n'a pas de façon contrôlée, il n'est pas mis à disposition. Vous avez la possibilité de lui associer des tags, des cas. Donc au niveau du document, vous le voyez, vous avez la possibilité des permissions pour dire qui peut y accéder, notamment une fois qu'il sera publié, est-ce que c'est un document restreint. Vous avez la possibilité de mettre des tags, des catégories, voir les collections sur lesquelles il a été utilisé, et également les versions. Donc dès que vous uploadez en fait une nouvelle version du document, eh bien, le même document, en fait, vous avez une version additionnelle qui s'incrémente. Vous pouvez également loquer le document en édition lorsque vous travaillez dessus, de façon à ce que personne d'autre fasse des modifications dessus pendant que vous travaillez. Lorsque vous avez loqué ce document, des utilisateurs peuvent demander, donc typiquement là je vais mettre un log sur le document, à ce moment-là des utilisateurs vont pouvoir demander, donc on me dit voilà, ce document est en cours d'édition par vous, mais du coup les autres utilisateurs vont pouvoir demander de lever le lock, de façon eux-mêmes à pouvoir continuer à travailler, et vous êtes notifié par email lorsque ce genre de demande est fait. Vous pouvez à tout moment, bien sûr, unlocker le document pour le remettre en possibilité de mise à jour de version. Vous pouvez également démarrer un workflow. Alors, quand vous démarrez en fait un workflow, vous avez une représentation visuelle en fait du workflow qui s'applique, et donc vous pouvez bien entendu télécharger une copie du document tel qu'il est actuellement en cours de validation, et vous avez surtout, valable pour tous les utilisateurs, la représentation de ce workflow-là. Et graphiquement, vous voyez ici qu'il est en stade de review, et en cliquant dessus, les personnes qui sont en charge des étapes suivantes vont pouvoir dire « je rejette », « j'accepte, mais il n'y a pas de publication, c'est simplement une version qui est validée et on continue à travailler dessus », ou j'accepte et je le publie, c'est-à-dire qu'il sera disponible, par exemple, pour être publié sur le site web. Voilà. Donc je vais, par exemple, ici le valider et le publier. Voilà, donc vous avez ici, et là du coup, vous voyez qu'on a bien un lien de téléchargement qui peut être d'ailleurs communiqué pour permettre justement le téléchargement du document. Il est maintenant rendu public dans le niveau de permission qui se trouve ici. Il y a un système d'héritage où vous pouvez décider de faire un système de permission particulier associé à ce document-là. Par ailleurs, au niveau des métadatas, un certain nombre de métadatas sont générés automatiquement. Il y en a d'autres qui peuvent être extraites d'un document. Là encore, c'est l'avantage d'avoir intégré un moteur de règles dans la plateforme. On est capable de générer des extracts ou de faire des actions à l'import d'un document, ce qui est effectivement très pratique. Autre point, je vais pouvoir lancer une discussion sur le document, ou par exemple dire, bah tiens, donc je vais par exemple dire, je voudrais, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce presse? Donc voilà, press release. Voilà.
Donc je lance une discussion sur ce sujet. Voilà. Les gens peuvent me répondre. Derrière, je vais pouvoir en fait revenir sur ma librairie, sur mon document en question, ici, et puis dire, il y a une discussion associée en fait à ce document qui se trouve ici. Donc, on me donne la liste de tout ce que je viens de voir parce que je peux associer à un document des votes, je peux associer à un document un wiki, puisqu'il y a un wiki qui est présent avec une syntaxe wiki, donc vous pouvez créer une base de connaissances pour votre espace de travail, et vous pouvez associer n'importe quel article de wiki par rapport à un document. Et donc là, typiquement, je vais associer la discussion ici, au niveau de la ressource. Donc les personnes qui iront sur ce document pourront rapidement cliquer et faire la discussion, échanger autour de l'information. Je peux également demander de faire un certain nombre de tâches. Voilà, donc je vais mettre de revoir les éventuels typos existantes. Je peux demander une due date, c'est-à-dire une date auquel je souhaite que cette tâche soit accomplie. Dans d'autres cas, on peut même mettre quelqu'un en charge de l'application, précisément, enfin de cette tâche-là. Dès qu'une personne a fini, eh bien, elle dit « OK, c'est fini », et à ce moment-là, les personnes sont notifiées. Dans le cadre du planning, l'ensemble de ces éléments de workflow ou de tâches à accomplir eh bien, vont apparaître et permettre de voir, notamment dans le cas du workflow, on peut définir des dates à laquelle on souhaite que le document soit effectivement validé. On peut dire, voilà, il y a deux étapes de validation, sachant qu'on peut, dans l'application, déployer des nouveaux workflows. Il peut y avoir 2-3 étapes de validation, mais dans tous les cas, je veux que le process de validation de mon document se passe dans un laps de temps maximum, par exemple, de 1 mois ou de 15 jours. Et donc, vous allez voir cette timeline apparaître en fait, dans le planning, et les personnes vont pouvoir, répondre à leurs tâches, uploader de nouvelles versions, participer à la construction, à la validation de ce document. Alors, la construction de notes permet de faire des documents assez simplement. Elle a aussi un autre usage, vous allez le voir juste après. Et puis, bon, on a la construction de votes. Voilà. Est-ce que vous aimez notre nouveau site web? Je peux participer là. Pour créer un nouveau vote, c'est extrêmement simple. On définit une question, les réponses possibles. On peut même définir une date où le vote termine. Et là encore, on peut l'associer à un document. C'est une des fonctionnalités relativement utilisées dans les applications sociales. Dernier point que je souhaitais montrer, c'est justement l'intégration avec cette notion d'email. Le cas intéressant, c'est vous repérez un article qui vous intéresse. Eh bien, vous allez simplement dire cet article, je me l'envoie par mail. Et vous allez... alors, normalement... Normalement, voilà, mon mail qui est ici. Vous allez l'envoyer à Wise, tout simplement, et vous allez pouvoir y mettre des choses, comme par exemple, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je souhaite créer une note dans l'espace, et là vous mettez simplement le nom de l'espace de travail, voilà, WebTeam. Vous souhaitez le taguer, donc tags, et vous mettez les tags, donc là ça concerne l'ICANN, voilà, ça concerne Internet, voilà. Et c'est tout. Et vous indiquez simplement que c'est pour Wise. Voilà. Et on envoie simplement cet email. Ce que je viens de faire là pour un article qui m'intéresse, je peux le faire évidemment avec n'importe quel device. C'est l'avantage. Vous n'avez pas de client installé ou à déployer sur les outils de mobilité de vos collaborateurs. Tout le monde a encore une fois un client mail de disponible. Mieux encore, vous avez énormément de discussions, comme je disais tout à l'heure, qui vont jouer par mail. Et bien là, par exemple, c'est Leslie m'a envoyé la dernière version du programme du CMSD. Je me dis que ce serait bien de le mettre justement auprès du WebTeam, dans l'espace WebTeam, pour le garder. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir simplement mettre... Bon, je ne vais pas lui renvoyer parce qu'elle le connaît. Donc, je vais mettre simplement en copie à nouveau le même espace, donc Wise. Et de la même façon, je vais dire à ce moment-là, envoie-moi ça dans l'espace de travail WebTeam, voilà, avec des tags qui vont être simplement smile. Bon, c'est pas obligatoire, hein, je le rajoute, mais vous pouvez très bien simplement dire envoie à WebTeam et terminer votre envoi. Et
vous envoyer en fait ceci. Donc lorsque vous ne mentionnez pas le fait que vous souhaitez créer une note, il va prendre les fichiers en attachement et les mettre dans la librairie. Lorsque vous souhaitez créer une note, eh bien, il va créer une note correspondante. Donc on va voir tout de suite ce que cela donne dans Wise. Donc, au niveau de la création de notes, voilà, j'ai ma note qui est créée. Vous voyez que les tags ont été pris en compte, ici. Et donc quand je vais cliquer dessus, j'ai une note HTML qui reprend tout mon article. Et je vais pouvoir, bien entendu, soit l'imprimer, soit l'éditer, par exemple en faire un PDF pour le mettre dans la librairie, soit l'éditer, et là on est face à un éditeur extrêmement simple qui va permettre de prendre, qui va permettre justement de compléter l'article. Mais voilà, on a vraiment la possibilité du coup de faire une vraie boîte à idées et de ne pas perdre l'information. Elle est complètement taguée et organisée. Dernier point que je souhaite montrer, alors je vais vous montrer juste dans la librairie, on va trouver la petite photo que j'ai prise tout à l'heure. Voilà, typiquement, là encore, on peut aussi, l'avantage du mail, c'est qu'il peut servir à énormément de choses. Donc, vous mettez en copie un thread de discussion, tout un thread de discussion par email peut constituer une note que du coup vous conservez pour plus tard, qui peut être taguée. Et puis vous avez la possibilité d'envoyer des documents, et ces documents-là sont traités comme n'importe quel document, quel qu'il soit. Envoyer par mail une information, vous pouvez le faire de n'importe quelle application, web ou d'ailleurs application cliente. Élie, dernier point. Élie, on est en limite, donc un dernier point. Dernier point. Dernier point intéressant, c'est lorsque on parlait de la problématique d'avoir énormément de réseaux, enfin de disques durs partagés qui sont effectivement importants dans les entreprises. Comment je migre d'un environnement de ce type-là vers ce type d'environnement web? Eh bien, on a la possibilité, donc on va le faire, d'ailleurs je vais le faire dans le même espace de travail. J'ai la possibilité, en fait, dans l'administration, eh bien, de monter un répertoire réseau. Donc, je vais pouvoir mettre n'importe quel serveur réseau disponible. Donc là, j'en ai créé un. Et je vais pouvoir dire, dans ce serveur-là, eh bien, là, j'ai une petite arborescence. Je vais sélectionner le point d'arborescence que je souhaite importer dans Wise. Donc là, je vais monter donc celui-ci et je vais lancer un import. Il va aller descendre, et c'est un process qui tourne, il va importer progressivement toutes les arborescences, tous les fichiers qui ont été mis dans ce répertoire réseau, en supprimant certains fichiers que vous pouvez ignorer. Vous savez que, notamment sur Mac ou sur PC, il y a tout un tas de fichiers parasites qui sont créés sur les répertoires réseau. Eh bien, vous avez la possibilité de ne pas les prendre en compte. Si par exemple vous dites les vidéos, je ne veux surtout pas que ça soit importé, vous pouvez exclure un certain nombre de fichiers. L'avantage derrière, c'est qu'on y a intégré un système d'auto-tagging. Et donc, typiquement, je vais ici implémenter un dictionnaire. Alors, le dictionnaire, c'est un petit fichier texte qui, n'importe qui est capable de le faire, dit simplement, quand tu rencontres tel et tel mot-clé, eh bien, c'est pour ce tag-là. Vous indiquez une occurrence, donc là, je vais mettre 1. Voilà. Et donc là, non seulement je vais récupérer l'intégralité d'un répertoire réseau, mais en plus, il va automatiquement taguer l'intégralité de ces documents-là. Voilà, par rapport, donc là, vous voyez, je commence à avoir beaucoup plus de documents qui ont été importés, et qui sont auto-tagués au fur et à mesure de l'import. Voilà. C'est le principe de l'application. Voilà, il y a évidemment beaucoup d'autres fonctionnalités. C'est un petit aperçu de ce qu'est capable de faire Wise. Encore une fois, l'intégration avec l'email est une fonctionnalité qui a vraiment été vue comme très séduisante pour tous les partenaires et les clients qui nous ont accompagnés sur la réalisation de cette application-là. Et en tout cas, on est persuadé que, en tout cas on l'espère, que la jonction entre tout ce que je vous ai présenté, le DMS, la partie partage d'informations, la partie utilisation mail et sourcing d'informations, veille technique que l'on peut faire grâce à cet outil, eh bien, répondra à vos différents besoins. Sachant qu'encore une fois, tous les PDF que vous voyez là, eh bien, dans l'interface de gestion de site, sont parfaitement utilisables en edit mode, en contribute mode. Vous pouvez les drag and dropper dans la page. C'est parfaitement en adéquation, si vous le souhaitez, avec l'utilisation de Jaya XCM, qui par ailleurs, bien entendu, fonctionne sur la même plateforme. Voilà. Alors, comme on est un petit peu à la bourre, on va juste prendre 2 ou 3 questions rapides, si vous voulez bien. Donc si certains d'entre vous ont des questions, on peut en prendre 2 ou 3 maintenant, et puis éventuellement... Oui, monsieur ? Intégrer Wise avec un CRM ? Alors, le principe, c'est
qu'est-ce que vous souhaitez en faire? Si c'est permettre, par exemple, dans le dashboard de l'utilisateur, de faire remonter des informations d'un Salesforce.com, oui, il suffit d'avoir un module qui fait cette récupération-là, et vous pourrez tout à fait le mettre à disposition. Encore une fois, les templates de notre applicatif sont gérés par le studio, et donc déposer un module qui récupère cette information-là, oui, c'est possible. Si inversement, vous voulez envoyer de l'information de Wise vers Salesforce.com, là encore, on sait exposer tous les contenus, il y a une interface REST, donc on peut tout à fait exposer tous les contenus, voire grâce au moteur de règles, à certaines occasions et certains événements, déclencher des règles qui vont envoyer l'information automatiquement à Salesforce.com. Mais c'est là où on passe d'un produit qui a été volontairement conçu comme extrêmement packagé, très bien fini en termes de qualité, donc vous pouvez tout à fait le mettre en production tel que. Derrière, il est totalement extensible, et donc si vous souhaitez rajouter des choses, si elles sont génériques, on pourra les intégrer dans les versions d'après, c'est toute la logique open source de Jaya. Si en revanche c'est très spécifique, eh bien tout est là, et nos partenaires sont là, pour vous aider à faire cette implémentation qui correspond exactement à vos besoins. J'ajouterais qu'il y a un moteur de portail également dans Jaya que vous pouvez utiliser, y compris dans le cadre de Wise, donc rien ne vous empêche de faire du portail si besoin. Une autre question éventuellement? Monsieur? Moi, j'aimerais savoir en fait si l'agenda était déjà un agenda partagé au niveau des espaces de travail. Vous l'avez peut-être dit, mais je l'ai peut-être pas bien entendu. Et si au niveau de vos justement des tâches, vous pouviez être en mesure de générer des diagrammes de Gantt sur l'aspect projet. Alors, les agendas sont partagés dans la mesure où, de toute manière, je ne vois que ce qui me concerne. C'est-à-dire que je vais voir effectivement les tâches qui me concernent, sur lesquelles je peux agir. En revanche, c'est vraiment une visualisation justement du travail à faire, mais ce n'était pas une visualisation en mode projet type diagramme de Gantt. Ceci étant, on utilise des librairies de rendu. Si des informations permettant de faire un diagramme de Gantt sont présentes, on pourrait imaginer faire une vue de la même information. Si vous voulez, pour construire le calendrier que l'on présente, on ne fait que récupérer les informations de date de début de fin de tâche pour faire cette représentation graphique. On pourrait imaginer une extension possible. Là, encore une fois, il peut y avoir plein de façons de l'imaginer, mais oui, pourquoi pas. Ça peut être soit générique, soit spécifique. C'est en tout cas un module qui pourrait être fait. Ouais. On a fait ce genre de choses dans d'autres contextes que Jaya sur des agendas effectivement qui ressemblent beaucoup à celui de Jaya ici. C'est effectivement pas très compliqué de recréer une dynamique de visualisation d'un certain nombre d'objets qui sont des événements avec des dates, etc. et des enchaînements éventuellement. Et sur le sujet des calendriers d'ailleurs, par exemple là j'ai une tâche que je peux faire, je peux décider de l'accepter ou de la démarrer, et je peux également décider de la mettre dans mon calendrier. Et là vous récupérez en fait une invite iCal, parce qu'encore une fois, pour nous, c'est impossible de dire remplacer votre SharePoint ou votre système de calendrier partagé par ça. Ça n'a pas de sens. Là, c'est une vue pour vous donner une vue rapide dans un contexte particulier. Si en revanche, vous avez un calendrier évidemment partagé, là, on a mis en place, encore une fois, une notion de convergence qu'il faut pour que ça communique correctement à ce que vous avez l'habitude d'utiliser, à savoir une invite iCal. Voilà, éventuellement une toute dernière question, et si vous voulez bien, après ça, on continuera les questions en off, parce qu'il y a les suivants qui doivent s'impatienter. Les prochaines questions sont donc en off. Merci à tous. Merci à tous.